Après 27 jours de combat, le conflit entre l'Iran et Israël est entré dans une phase complètement nouvelle et bien plus dangereuse. On va décrypter ensemble cette escalade et ses conséquences en se basant sur les événements de ces dernières semaines. Cette phrase, elle peut paraître totalement contradictoire, non? Mais elle est au cœur de la nouvelle stratégie qui se met en place. Comment c'est possible? C'est exactement ce qu'on va voir. Et pour bien comprendre ce concept, il faut aller sur le terrain. À Tel Aviv, au 27e jour du conflit, la guerre n'est plus une menace abstraite. C'est une réalité quotidienne, brutale, pour les habitants. On va commencer par l'impact le plus direct, l'impact humain. Chaque jour, c'est un déluge de missiles qui s'abat. Et les conséquences se voient directement dans les rues et dans les maisons. Attention, ça, ce n'est pas juste une liste. C'est le résumé d'une seule matinée. Une femme blessée en allant au travail, un jeune homme touché en pleine rue, des débris qui tombent sur un campus universitaire. Et puis, il y a cette histoire terrible de cette gamine de 12 ans, victime non pas d'un éclat, mais de la pure panique provoquée par les sirènes. C'est ça, la réalité de cette guerre. Alors maintenant, ce qui est fascinant, c'est de comprendre la stratégie derrière ce chaos apparent. Parce qu'il ne s'agit pas de viser juste, non, il s'agit d'une approche complètement différente. L'arme au centre de cette stratégie, c'est la munition à sous-munition. On appelle ça aussi une bombe à fragmentation. Le principe est simple, une seule grosse bombe qui, en l'air, s'ouvre et libère une pluie de petites bombes non guidées. Pour se rendre compte de l'ampleur du problème, imaginez ça. Une seule de ces ogives peut arroser une zone de 8 km de rayon. Dans une région aussi densément peuplée, c'est juste énorme. Alors, la question à 1 million de dollars. Comment est-ce que ça peut déjouer le fameux dôme de fer, l'un des systèmes de défense les plus avancés au monde? Eh bien, la tactique est redoutable. Le dôme de fer fait son travail. Il voit le missile principal, il le détruit. Mission accomplie. Sauf qu'il est déjà trop tard. Les sous-munitions, elles, ont déjà été larguées et continuent leur chute. Et aucun système n'est capable d'arrêter des dizaines de petites cibles comme ça en même temps. Et cette stratégie, elle a un nom, la pression cumulative. Le but, ce n'est pas de faire un chaos en un coup. L'objectif, c'est l'épuisement. Épuiser les missiles intercepteurs, épuiser le moral de la population, épuiser l'économie, bref, faire craquer le système. Et cette pression, elle va bien au-delà du champ de bataille. Elle s'attaque directement à la psychologie collective, aux fondations même du sentiment de sécurité. Toute la doctrine de défense civile israélienne, elle repose sur 2 piliers, 2 certitudes. On a le temps d'aller se mettre à l'abri et une fois dedans, on est en sécurité. Le problème, c'est que ces 2 piliers sont en train de s'effondrer. 9. Ce chiffre, c'est le nombre de civils tués lors d'une seule frappe. Pas dans la rue, non. Dans un abri communautaire renforcé à Beth Shemesh, l'endroit qui était censé être le refuge ultime. L'impact psychologique d'un tel événement est absolument dévastateur. À partir de ce moment, le doute s'installe partout. Si l'endroit le plus sûr du pays n'est plus sûr, alors où peut-on aller? Le message est terrible, l'abri ne suffit peut-être plus. Et cette pression, on en voit les signes concrets dans la société. On observe un épuisement général, une peur qui s'installe, on voit de longues files d'attente dans les aéroports. Ce n'est pas encore un exode, mais de plus en plus de gens se disent que 27 jours de bombardement, sans voir le bout du tunnel, c'est tout simplement trop. Mais cette pression ne s'exerce pas seulement sur la population, elle monte jusqu'au plus haut niveau politique, et elle est en train de créer de vraies tensions entre les alliés. La grande question qui se pose, c'est de savoir qui est le plus pressé que ça s'arrête. Parce que les objectifs d'Israël et ceux de son principal allié, les États-Unis, ne semblent plus tout à fait alignés. Voilà le tableau. D'un côté, on a le gouvernement israélien qui veut pousser son avantage militaire au maximum avant qu'on lui impose un cessez-le-feu. Et de l'autre, on a l'administration Trump qui cherche une porte de sortie n'importe laquelle pour calmer le jeu. À Jérusalem, la crainte est très claire, que Washington décide d'imposer un cessez-le-feu unilatéralement avant que les objectifs de guerre ne soient atteints. Il y a un énorme scepticisme vis-à-vis du plan de paix américain en 15 points. Pour eux, il ne règle en rien la menace iranienne sur le long terme. Si on prend un peu de hauteur, on voit bien que cette situation a créé une impasse stratégique totale. Et ses conséquences, elles, dépassent largement la région. Pour l'administration américaine, c'est un piège parfait. Mettre fin à la guerre avec un compromis, ça pourrait être vu comme un échec, une reculade. Mais laisser la guerre s'éterniser, avec des bombes qui pleuvent sur Tel Aviv, c'est aussi un échec. Il n'y a pas de bonne sortie. Et voici une conséquence très concrète de cette impasse. 20 000. C'est le nombre de marins qui sont actuellement bloqués en mer. Pourquoi? Parce que le détroit d'Ormuz, une des artères commerciales les plus importantes du monde, est quasiment fermé. Tout ceci nous amène à une question finale, et elle est fondamentale. Dans une guerre d'usure comme celle-ci, qui gagne à la fin? Est-ce que c'est celui qui a la technologie la plus avancée, ou celui qui a la plus grande capacité à encaisser la pression? La réponse pourrait bien définir les conflits du futur.